Carlier de Marmande. Donc effectivement, Vincent Carlier, Marmande, tout d'abord pour remercier Victor de la qualité de son intervention. C'est toujours important d'avoir un jeune scientifique, même s'il est dans les sciences un peu molles, comme on les appelle. Vivante. Mais c'est important d'avoir un scientifique qui pose les choses en universitaire et en scientifique. Et pour ça, je te remercie de ton introduction, de la qualité de tes interventions et de ne pas t'être positionné forcément en économiste atterré, mais en économiste qui donne des perspectives. Voilà, ça c'était la pause café. Donc, par rapport au débat qu'on a eu tout à l'heure, je vais me positionner un peu du côté des usagers, du représentant des usagers que je suis dans une CDU et dans un conseil de surveillance d'un petit hôpital rural, mais qui n'a pas trop à faire au privé, du moins pour l'instant, parce que globalement, il n'y a plus de cliniques privées, il n'y a pas grand-chose autour de nous, mais il n'y a pas grand-chose globalement, il y en a encore, mais on est quand même un désert médical. Dans une région qui est une région très contrastée, puisqu'il y a pléthore de médecins sur la côte atlantique, mais dès qu'on va vers le rural, on commence la diagonale du vide, puisque nous sommes le premier département de la diagonale du vide, en faisant référence à la géographie, notamment de M. Le Bars. Donc, je voudrais aborder la question des restes à charge. Et la question des restes à charge visibles et les restes à charge invisibles. Les restes à charge visibles, c'est... Et puis ils vont augmenter, c'est les 1 euro qui vont devenir 2 euros pour une visite chez le médecin. C'est ce qui va se passer, enfin, sauf si il y a une mobilisation peut-être sur le budget de l'État, mais sur les transports et en milieu rural, on annonce une catastrophe. Enfin, je prédis une catastrophe, c'est-à-dire le reste à charge sur les transports va faire que des gens ne vont, déjà qu'ils ne se soignent pas beaucoup, eh bien, ça va renforcer le fait que des gens, s'ils ont un reste à charge sur les transports, eh bien, ils ne se feront pas transporter, donc ils ne se feront pas soigner. Ça, c'est des restes à charge visibles. Mais il y a aussi les restes à charge invisibles. Bon, il se trouve, je ne veux pas faire de la pub pour eux, mais France Asso Santé a lancé une enquête que j'ai moi-même remplie pour voir ce que c'était, comment elle était faite. Donc je l'ai remplie, ça dure 20 minutes, et je donne mon avis, je trouve que c'est pas mal fait. Et quand j'ai eu fini de le remplir, il se trouve que pour moi, c'était 2 500 € pour l'année 2023. Et qu'ils ont un système dans leur machine, là, et que la moyenne des gens qui ont répondu, le jour où j'ai rempli, c'est 1 800 €. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais mon voisin, maçon à la retraite, 800 € par mois, bah lui, 1 800 €, c'est pas possible. Alors déjà qu'il n'y a plus de médecin traitant, bon, voilà. Donc je ne vous fais pas la suite, mais donc il y a les restes à charge visibles, mais il y a aussi tous ces restes à charge invisibles, et je les ai quelque part découverts, moi, en remplissant l'enquête. C'est-à-dire que quand vous habitez un désert rural, qu'il n'y a pas de cardiologue, qu'il n'y a pas de pneumologue, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des sous et une voiture, ben vous allez à Bordeaux, vous allez à Toulouse, vous faites 100 km, vous êtes 200 km. Ça, c'est un reste à charge invisible. Quand vous vous faites soigner par homéopathie,
Alors, Madame Buzyn, à un moment donné, pour X raisons, c'est du reste à charge invisible quelque part. Bon, donc je ne veux pas prendre la parole trop longtemps. Et je vais poser une question précise à Victor. Est-ce que ces restes à charge invisibles en termes, moi je vous ai parlé de micro, en tant qu'usager et représentant d'usagers, est-ce que ces restes à charge visibles ont été chiffrés en macroéconomie de la santé et encore plus, est-ce que les restes à charge invisibles ont été chiffrés? Et puis, je vous donnerai un dernier petit témoignage. Je ne veux pas faire du misérabilisme, mais à la dernière CDU à laquelle j'ai assisté avant-hier, on a traité un cas d'un jeune couple. La dame est venue accoucher à notre maternité, c'est compliqué, elle est à 700. Donc quelque part, elle est un peu dans le collimateur, parce qu'elle est à moins de 1000. Elle vient accoucher, il se trouve que l'enfant a un problème cardiaque. Une ambulance est demandée pour transporter l'enfant à Bordeaux. L'ambulance arrive. Mince, ils n'ont pas le matériel pour transporter un bébé. Qu'est-ce qu'ils font? Pas de risque. On refuse de transporter. Vous savez qui a amené l'enfant? Les parents. C'est un scandale. Je me suis positionné comme représentant des usagers, scandalisé par le truc. Quelle a été la réaction du service qualité? Ah oui, mais c'est un problème, peut-être que l'ambulancier, on va voir sur l'ambulancier. Mais je leur ai dit, mais ce n'est pas le problème de l'ambulancier, lui il y est pour rien, et son patron, peut-être qu'il n'était pas vraiment au courant, c'est un problème de système, c'est un problème d'ordre systémique, d'un dysfonctionnement qui est alerté, que nous alertons, nous, en tant qu'association, depuis maintenant quelques années, en disant il y a un problème sur le transport et sur l'accessibilité. Donc ça reprend ce qui a été dit plusieurs fois, notre système marche sur la tête, ce n'est pas la faute des gens, c'est la faute d'un système qui ne va pas, et là, l'État, alors ce n'est pas l'État qui est responsable, c'est les gens qui sont censés administrer l'État. Je ne sais pas s'il est là, notre élu, mais ça renvoie aussi aux élus, y compris aux parlementaires. Merci Vincent. Puis je crois que sur cette question de la campagne contre les restes à charge visibles et invisibles, on aura sans doute l'occasion d'y revenir dans la deuxième partie de l'après-midi sur les actions que mènent les comités. Je donne la parole à Michel Leflon. Oui, je voulais rebondir sur deux sujets qui ont été abordés ce matin. La question qu'a posée Jean-Luc, est-ce que c'est à la sécurité sociale ou est-ce que c'est au budget de l'État de payer les investissements dans les hôpitaux? Je pense que c'est une question extrêmement importante sur laquelle on a besoin de préciser nos positions parce que on voit bien qu'il y a des recherches qui sont faites actuellement pour transformer la protection sociale et peut-être pas forcément d'une manière extrêmement favorable. Il y a un rapport qui vient de sortir dont Victor, c'est certainement les auteurs, mais moi j'ai oublié les noms, et maintenant du ministère des Finances, si je ne m'abuse, sur les cotisations sociales, avec les questions de modification des exonérations de charges sociales par rapport au niveau de salaire. Ça, je ne reviendrai pas là-dessus. Je pense qu'il faut que le texte le rapport a été repris dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et maintenant je pense qu'il faut un peu de temps pour voir comment c'est fait. Mais ce même rapport dit quelque chose qui pour l'instant n'est pas repris, mais qui pour moi constitue une menace, c'est de dire qu'on pourrait laisser à la sécurité sociale uniquement le soin de rembourser le contributif, c'est-à-dire le remplacement des salaires, et que par contre, on pourrait demander à l'État de
de payer, de rembourser pour les actes médicaux, l'hôpital, etc. Et ce n'est pas la première fois que cette idée est évoquée dans un rapport, sauf que ça pose effectivement la question des relations, qu'est-ce qu'on demande au budget de la sécurité sociale, qu'est-ce qu'on demande au budget de l'État. Et il est évident que la tentation de demander au budget de l'État d'être celui qui rembourse les soins de santé qui finance l'hôpital, ça pourrait être une tentation pour en rembourser encore un peu moins et pour que ce soit, ça aille vers les assurances privées, que ce serait une manière de privatiser un peu plus la protection sociale. Donc, c'est pour ça que je pense que la question qu'est-ce qu'on demande à l'État, qu'est-ce qu'on demande à la sécurité sociale est importante sur les investissements des hôpitaux, mais on pourrait aussi aborder d'autres questions sur la prévention. C'est vrai que souvent dans nos textes, on met qu'on demande la prévention à 100%, la prise en charge à 100% des soins et de la prévention, mais la prévention, autant les vaccins, ça paraît logique, autant la médecine scolaire, ce n'est pas la sécurité sociale, et je pense qu'il faut y comprendre. Je prends les deux aspects, mais je pense qu'on a intérêt à réfléchir à qu'est-ce qu'on demande à la sécurité sociale et qu'est-ce qu'on demande à l'État. Le deuxième point sur lequel je voulais rebondir, c'était l'intervention d'Henri. Parce que là, je pense que ce n'est plus une question théorique, c'est une question extrêmement concrète qui se pose à chacun de nos comités. Et je voulais, de ce point de vue, rapporter ce qui s'est passé chez nous il y a plus de 10 ans maintenant, avec la création d'un groupement de coopération sanitaire privé c'est en gros le rachat d'une clinique privée dont le général de santé ne voulait plus par un consortium avec les hôpitaux de Sedan et de Charleville comme actionnaires. Je passe sur Orpea. Ils ont effectivement récupéré l'activité chirurgicale de la clinique privée. Ils l'ont récupéré avec finalement l'aval de la présidente du conseil de surveillance de l'époque, qui était la maire de Charleville-Mézières, en disant « mais nous avons bien négocié », c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de dépassement d'honoraires, et en particulier pour l'ophtalmologie, on ne pouvait pas se faire opérer de la cataracte sans dépassement d'honoraires. C'était un plus évident pour les habitants de Charleville-Mézières et d'autres choses, sauf que dans le montage qu'ils ont fait, ils ont donné des salaires à l'ensemble du médecin du privé correspondant à ce qu'ils gagnaient avant avec les dépassements d'honoraires. Et tout ça se passe maintenant dans les mêmes locaux puisque le privé est arrivé à l'intérieur de l'hôpital. Et inutile de dire qu'il paraît impossible de recruter un anesthésiste ou un chirurgien dans le public à Charleville, alors que dans les mêmes locaux, il y a des médecins qui gagnent 3 fois plus et qui ne participent pas à la permanence des soins. Je voulais donner cet exemple-là parce que ça montre bien comment, à travers, ça va être bien pour la population, même avec le privé, on arrive à des choses qui sont un peu catastrophiques à long terme. Merci Michel. Je passe la parole à Pascal Vattel des Mutuelles de France, entre autres. Allez là-bas. Merci, bonjour à toutes et tous. Et merci pour cette invitation. Donc, ça fait plusieurs années que je participe à vos travaux et ça me passionne puisque en fait, ça rejoint sur beaucoup d'éléments en fait l'activité des Mutuelles de France, donc la Fédération des Mutuelles de France. Je ne vais pas tout répéter ce qui a été dit, je vais m'essayer de réduire mon intervention, mais en fait, on s'aperçoit bien qu'on a un mouvement profond de marchandisation dans le secteur de la santé et dans le secteur de l'accompagnement de la population. Et les explications m'ont été données, hein, c'est le fait en particulier d'un définancement organisé par les pouvoirs publics et par différents gouvernements. Ça n'a pas démarré avec Macron, disons-le.
C'est une politique qui a été faite de définancer volontairement la sécurité sociale au service en fait d'une politique qui se disait politique économique, avec la fameuse expression de réduire à tout prix le coût du travail, et maintenant améliorer le pouvoir d'achat des travailleurs, puisque en fait certaines mesures d'exonération dans la dernière période ont été prises pour ce motif, et au service aussi de la politique fiscale de ces différents gouvernements. On est arrivé donc, et là c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, hein, c'est aussi le président de la Cour des comptes, 80 milliards d'exonération de cotisations sociales, dont 19 milliards qui ne sont pas compensés. 19 milliards qui étaient auparavant, enfin des exonérations qui étaient compensées par l'État, qui conduisaient, comme ça a été expliqué tout à l'heure, à une modification profonde du mode de financement de la sécurité sociale, y compris avec une fiscalisation plus importante. Mais 19 milliards, c'est à peu près l'équivalent, en fait, de ces exonérations non compensées, c'est l'équivalent du déficit qui est affiché cette année. Donc, on nous met en avant un déficit, et or, on mettrait simplement cette mesure, dire on compense, le déficit serait éteint pour cette année. Autre élément aussi, c'est que on a parlé de la CADES tout à l'heure, et la CADES, en fait, elle a été prolongée de 4 ans, parce que le gouvernement a décidé de faire peser sur la sécurité sociale un déficit et une dette qui ne lui revenait pas. Et en fait, beaucoup d'acteurs demandaient à ce que ce soit l'État qui reprenne cette dette. Le gouvernement a fait sciemment le choix de le faire peser sur la sécurité sociale et ensuite de transférer la dette à la CADES que nous payons nous-mêmes, comme ça a été expliqué, à travers la CSG et la CSDS. Donc la question aujourd'hui, c'est effectivement, il manque de l'argent dans les caisses. On veut culpabiliser les assurés sociaux. Vous avez vu l'épisode pendant l'été sur les indemnités journalières qui seraient, qui seraient incroyables. En fait, quand on regarde les chiffres, ça s'explique essentiellement par le fait que les salaires ont augmenté, donc les indemnités journalières ont augmenté, mais aussi que la population vieillit. Et là, en fait, la question de la retraite, de l'allongement de la durée recul de l'âge de la retraite va encore peser plus. Et en fait, ces IJ, il y a 40% en fait qui ne sont pas expliqués. Et donc, on nous agite des chiffres pour culpabiliser les assurés sociaux et pour expliquer qu'il faut faire de nouvelles économies. Donc, voilà. Donc, ça, c'est quelques exemples. Mais évidemment, à partir de cela, la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut une prise en charge solidaire ou une prise en charge, comme nous le disons, solitaire, c'est-à-dire individualisée pour chaque individu. Et on sait que la prise en charge solidaire, c'est celle qui fonctionne, alors que la prise en charge individuelle ne fonctionne pas, aussi bien pour les individus que pour la société. Je vais essayer de réduire parce que ça va être bien long, mais enfin, toujours est-il qu'on a une machine qui est bien huilée depuis des années, en disant déficit, et donc ça justifie une nouvelle coupe, et chaque année, des économies sont faites, et ça justifie de nouvelles coupes budgétaires. En 2024, donc, on a l'addition qui nous est présentée, 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance maladie, qui viennent s'ajouter aux milliards d'économies, des dizaines de milliards d'économies qui ont été faites au cours des années précédentes. Et on nous dit, écoutez, la solution, c'est effectivement d'être plus efficient. On entend ce mot dans toutes les bouches. L'efficience, c'est-à-dire en gros, c'est faire mieux avec moins. Et on voit où cela conduit avec la situation actuelle de notre système de santé et notre système de protection sociale. L'hôpital, un petit point puisque vous êtes ici pour la défense des hôpitaux. L'Ondam hospitalier, si on considère que l'hôpital va devoir prendre en charge une cotisation supplémentaire pour la retraite des agents des collectivités territoriales et des hôpitaux, on arrive avec le fait aussi qu'il y a l'inflation et la revalorisation des salaires. Si on retire tout cela, en fait, on va avoir un Ondam, un objectif national de dépenses d'assurance maladie hospitalier qui sera négatif, une évolution négative l'année prochaine. Et là encore, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la Fédération hospitalière publique, qui n'est personne d'autre que Arnaud Robinet, élu LR.
sur des transferts des dépenses qui sont assumés par ce gouvernement sur les assurés sociaux via les mutuelles, la plupart du temps. Donc on en est à 1,1 milliard, mais ça pourrait être plus, avec une baisse de remboursement par l'assurance maladie sur les soins de médecins, les consultations des médecins et sur les sages-femmes. Et c'est clairement affiché dans le PLFSS comme étant une mesure au nom de la responsabilisation des assurés sociaux. Donc on voit un petit peu comment nous sommes traités. Donc aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, que voulons-nous comme société? Donc les mutuelles de France, évidemment, nous faisons le choix de la solidarité avec une sécurité sociale au plus haut niveau. Et puis à ses côtés, des mutuelles qui restent solidaires malgré la concurrence des opérateurs à but lucratif. Nous sommes confrontés à des transferts, c'est des milliards d'euros qui ont été transférés sur les organismes complémentaires et en particulier les mutuelles qui ont une population plus âgée. Et en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des transferts massifs, des transferts qui se voyaient, et là encore des transferts qui sont plus invisibles, notamment avec la mise en place du reste à charge zéro, le fameux 100% santé, qui est financé à 70% en fait par les organismes complémentaires et pas par la Sécu. Le poids des taxes aussi sur les mutuelles, 14% que vous payez en taxes sur votre cotisation mutualiste. Et puis également, là on s'aperçoit qu'il y a la marchandisation dans ce domaine avec les contrats collectifs obligatoires qui ont commencé dans les entreprises privées, qui ont brisé totalement la solidarité intergénérationnelle, qui ont laissé sur le côté les retraités, et qui aujourd'hui en fait se retrouvent à ne plus pouvoir faire face à leur cotisation de complémentaires parce que c'est vraiment beaucoup trop élevé. Et donc, petite incise aussi sur le sujet, les contrats collectifs obligatoires, on nous dit qu'il y a une participation de l'employeur. C'est faux, ça n'est pas une participation de l'employeur. Cette participation, elle est payée sur les fonds de la sécurité sociale, puisqu'en fait, ces participations sont exonérées de cotisations sociales. Cette marchandisation, donc il y a eu la case des solidarités, mais aussi un autre élément qui s'est produit avec les contrats collectifs obligatoires dans les entreprises du privé, c'est l'arrivée massive des assurances, et en particulier des banques assurances dans le secteur. Et aujourd'hui, la mutualité est tout juste majoritaire dans le secteur de la complémentaire santé. Dans la fonction publique d'État, on a un nouveau phénomène, c'est encore aggravé par rapport au privé. Nous avons aujourd'hui l'arrivée d'un opérateur qui s'appelle Alan, qui est un assurtech, qui n'a même pas les fonds lui-même, mais qui se réassure auprès de qui, on ne sait pas. C'est un réassureur évidemment à but lucratif, ou des réassureurs à but lucratif, et cet assurtech réalise sa gestion en dehors de France. En fait, ils ne produisent pas d'emploi en France. Donc voilà ce à quoi nous assistons en fait dans le secteur de la protection sociale. Puis petite insiste sur les frais de gestion des mutuelles, puisqu'en fait c'est souvent mis en avant comme étant un élément qui devrait pouvoir permettre de baisser drastiquement les cotisations mutualistes. Rappelons que les mutuelles sont des organismes à but non lucratif, nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer, et nos frais de gestion, c'est essentiellement de l'accompagnement de la population, de nos adhérents. Quelquefois, lorsque la Sécu ne le fait plus, un appel sur deux aujourd'hui n'aboutit pas à la sécurité sociale, et les mutuelles sont là aussi pour parer. Des fonds sociaux, et puis aussi des centres de santé qui sont quelquefois la seule réponse aux besoins de santé de la population. Je parle du Mirail, par exemple, à Toulouse, ou encore les quartiers nord de Marseille. Voilà, donc là, ce que je voulais dire, c'est que en fait, nous sommes aujourd'hui effectivement confrontés à une marchandisation dans le domaine de la complémentaire santé, et donc il faut, à mon avis, prendre garde à ce que nous nous battions tous ensemble, et pas nous seulement mutualistes dans notre coin, mais tout le mouvement social pour défendre le mouvement mutualiste. Pas parce qu'il faut défendre le mouvement mutualiste en lui-même, mais c'est parce que c'est une forme qui est à but non lucratif et qui se bat contre la marchandisation de la santé.
Et puis après, je voudrais faire un petit point aussi sur la marchandisation rampante et plus que rampante aujourd'hui, mais qui est réelle dans le domaine du secteur de la santé. Ça n'est pas que de la... comment ça n'est pas que des privés qui interviennent aujourd'hui. Ce sont des grands groupes, des fonds d'investissement qui ont comme seul objectif de faire du profit. Profit sur un bien fondamental qui est la santé. Et donc, on a affaire à des grosses machines qui mettent en place quelquefois des coquilles qui peuvent relever de l'économie sociale et solidaire, notamment dans les centres de santé. Ils ont utilisé la forme associative pour s'installer, ils créaient des SA à côté, et en fait, c'était une pompe à fric, et ils avaient un management qui faisait en sorte que ça ramenait de l'argent. Tous les actes étaient faits pour ramener beaucoup plus d'argent. Ils ont été épinglés. Ils ont été épinglés, heureusement, parce que la sécurité sociale a eu le droit de le faire, commencé à le faire. Les ARS aussi ont travaillé pour déconventionner ces centres de santé qui ont mutilé de la population. Et en fait, nous avons accompagné, la mutualité a accompagné la sécurité sociale pour pouvoir déconventionner ces centres de santé qui utilisaient une forme qui n'était pas du tout celle qui est la forme des centres de santé historiques. Donc voilà aussi donc un élément. Et nous l'avons vu aussi dans le secteur de l'accompagnement, les EHPAD, les crèches, hein, je termine. Nous avons vu que tout ce que ça a provoqué. Nous faisons une proposition très concrète, peut-être qu'il faudrait en débattre. C'est qu'il paraît difficile, ça a été dit dans la salle tout à l'heure, d'interdire à du privé de s'installer. Ce que nous disons, c'est qu'il faudrait flécher tous les financements publics exclusivement sur le non lucratif. Le non lucratif, donc le public ou les entreprises de l'économie sociale et solidaire, avec des critères qui pourraient être mis en place par des collectivités dans les appels d'offres pour permettre d'éviter l'intrusion du secteur à but lucratif dans ce secteur, à minima du médico-social, et puis après réfléchir justement sur pouvoir élargir cette proposition de fléchage ou fléchage ou même réservation des financements publics au secteur non lucratif. Merci Pascal. Alors, je pense que la dernière proposition que tu as faite peut effectivement revenir dans le débat. Je vais passer la parole à Geneviève de Tours en demandant à chacune et à chacun de resserrer un petit peu leurs interventions parce qu'en une demi-heure, il y a 3 personnes qui ont pu s'exprimer. Donc, ça serait bien que tout le monde puisse parler et qu'on puisse faire la pause avant le débat de fin d'après-midi. Donc, Geneviève de Tours, je la vois pas. Si, je suis en face de toi. Je suis en face de toi. Ah, je te vois. Oui, alors j'aurais une question à poser à Victor. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a eu des études pour voir le poids économique des médecins étrangers et de l'exploitation, de la précarisation des médecins étrangers dans l'économie de la santé des hôpitaux, parce que c'est vraiment un scandale qu'ils sont encore plus précarisés et donc encore par rapport à leur paye et tout ça, ils sont vraiment exploités comme dans les entreprises, les travailleurs émigrés qu'on utilise. Voilà. Donc, vous disiez que vous travaillez avec aussi la CGT qui a fait un travail là-dessus pour défendre les médecins étrangers, les PADU, à diplôme hors Union européenne. Merci Geneviève, il se prépare. Hein. Tu as fait baisser la moyenne, là, c'est bien. Il y a Édouard Vernier de Chalette qui voulait intervenir aussi. Oui, je voulais intervenir pour un fait qui me semble édifiant. C'est la mise en place de la protection sociale complémentaire.
il y a un certain nombre de besoins médicaux qui ne sont actuellement pas satisfaits. La proposition du gouvernement, c'est de faire assurer ces soins par la contribution des entreprises qui verseront à d'autres entreprises privées et financées pour une partie relativement négligeable par l'État. Et ce qui me choque, c'est que d'une part, les retraités sont exclus de cette possibilité, mais plus grave encore pour moi, c'est le fait que l'ensemble des organisations syndicales, parce que ça va apporter un certain nombre d'avantages au niveau de la couverture des soins, est adhérent à cette proposition, alors qu'elle me semble tout à fait contraire à l'idée d'une couverture sociale solidaire avec cotisation et encore plus contraire à l'idée d'une démocratisation qui permet de régler comment un soin doit être assuré. On est bien loin de la cotisation sociale solidaire mise en place à la Libération. Merci. Ça fait beaucoup de questions. Hein, Il y a Michel Anthony de Lure. Oui, ça va être rapide puisque les questions que je voulais aborder ont déjà été largement développées. Un premier point de vocabulaire, quand on se bat contre les fermetures, il ne faut jamais oublier qu'on se bat contre les réductions d'abord. Il y a de moins en moins de fermetures de sites, mais il y a de plus en plus de réductions. Et donc l'effet délétère, il est le même, hein, parce qu'il n'y a plus d'urgence de nuit, par exemple, ou parce que les horaires de telle ou telle permanence ont été diminués, et les gens ont les mêmes problèmes de ce déplacement, de chercher ailleurs. La deuxième remarque, c'est par rapport à ce qu'a dit Henri sur l'intrusion du privé dans la radiologie. On a connu ça dans notre secteur de Lure, un comité de Lure Haute-Saône, où on est passé d'un glissement d'une radiologie publique en désarroi qui était délaissée par l'hôpital public à un remplacement par un service de radiologie privée au top, tonnerre de Dieu, avec 20 médecins. On se demande de soigner les chercher parce qu'on n'en trouvait plus. Par contre, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et donc ce glissement se fait au profit des usagers et c'est bien emmerdant. Moi je suis intervenu auprès des élus politiques locaux en leur disant, vous vous rendez compte que vous allez laisser crever le public et que vous applaudissez quand le privé occupe la place. Mais comme ça satisfait la population, c'est un débat en termes d'idéologie de notre part qui est très très difficile à mener ça. Hein, parce qu'ils ont comblé un désert médical qui existait et en plus ils ont contribué à une demande qu'on opérait depuis très longtemps, comme on a un hôpital sur 4 sites, à faire l'information qu'effectivement, sur les 4 sites, il y a quelque chose. Ce qui est un de nos débats en faveur de la proximité. Enfin, le dernier point, je ne vais pas y revenir, c'était développé par l'ami de Marmande sur les restes à charge, et notamment les invisibles. J'ai fait la même enquête que toi, tu sais, et j'ai été surpris vraiment incroyablement par ces invisibles que je n'avais pas contribué à prendre en compte dans ma propre démarche. Et je pense qu'auprès des gens, si on veut être pertinent, je pense que, notamment dans tout le milieu rural, semi-urbain, et même dans les périphéries des grandes villes, le problème des transports est devenu primordial, parce que c'est un coût, c'est une perte de temps, c'est une perte de chance, et puis il y a tous ces transports qu'on se fait semi-rembourser, mais tous ceux qu'on prend en charge nous-mêmes parce qu'on en a marre, ou parce qu'on a la rapidité d'action. Et ça, je pense que c'est un des éléments, un biais par lequel on peut se rendre encore plus crédible dans nos démarches. Voilà. Merci. Alors un autre Michel Cerruti. Tu avais demandé à prendre la parole. Oui, sur l'objet du débat, on est bien d'accord qu'il faut faire face et répondre aux besoins. Les hôpitaux ont des besoins de financement, on a évoqué. Qu'est-ce que vous pensez au-delà du débat qu'on a sur la financiarisation, la privatisation? En fait, on étrangle le secteur public pour laisser la porte ouverte à la marchandisation, pour faire simple. Et après, on est confronté à ces contradictions pour l'action. Mais dans l'immédiat, l'objet de la bataille, par exemple, quand on demande
la prise en charge du déficit par l'État, le nouveau, puisqu'il y a 2 milliards. Chez nous, je crois que c'était 6 millions par an ou 7 millions de déficit à Marmande. Et puis, on mène la bataille aussi, ça a été dit d'une autre manière, mais sur la suspension de la taxe sur la masse salariale. Parce qu'en fait, la taxe sur la masse salariale, c'est un prélèvement de l'État sur les salaires. On va nous dire c'est pour financer la protection sociale des salariés, des soignants peut-être. Mais là, il y a quand même aussi des mesures d'urgence à prendre. Deuxièmement, la troisième chose, est-ce qu'on ne peut pas dire au directeur, allez-y, laissez pisser le déficit, répondez aux besoins, laissez couler. Là, il n'a pas écouté là. Troisième question. Troisième, vous étiez en train de parler, donc je dis la troisième question. La troisième, c'est de dire, voilà, nous, on est une association, on dit au directeur de l'hôpital, banco, laissez couler le déficit, répondez aux besoins, on vous accompagnera, on vous soutiendra avec la population. Et assurer le service public, l'État doit prendre en charge, il ne le fait pas, il laisse la porte ouverte à la privatisation, à la marchandisation. Pardon ? De résultats de service au public. Donc, on culpabilise les soignants. Effectivement, on a, nous, malheureusement, une chef de service de la gériatrie à Marmande qui était tellement contrariée, frustrée de l'exigence imposée de retour à l'équilibre. Ça génère des frustrations dans le personnel qui, professionnellement, s'implique plus. Elle nous disait même, je ne prescris plus, ou j'hésite à prescrire de la kiné parce que je sais qu'il n'y a personne pour y répondre. Voilà où on en arrive et on laisse la porte ouverte au privé qui met en place des structures pour y répondre. Donc, laisser couler, à un moment donné, est-ce qu'on ne peut pas, je suis provocateur quand je dis ça, mais allons-y avec le déficit, allons-y, puisqu'il faut répondre aux besoins et ne laissons plus la porte fermée. Voilà. Alors, on va demander à Victor de répondre à un certain nombre de questions et on reprendra ensuite la discussion en l'orientant plus sur les questions du vieillissement de la population et de sa prise en charge. Oui. Alors, merci pour toutes les questions. Donc là, j'en ai 3 pages, donc je vais essayer de faire du tri. Et puis, il y en a un certain nombre, on pourrait y passer, je pense, quelques heures. Sur quelques points clés qui ont traversé plusieurs questions, est-ce que finalement, on est en mesure de refuser ou pas le développement d'acteurs privés et d'acteurs privés financiarisés lorsque il n'y a pas d'offre de santé ou d'organisation de la santé, si on rejoint certains débats de ce midi. On a eu tous les exemples qui permettent de dire que, faute de mieux, on est bien obligé à un instant T, mais on voit tout de suite le potentiel de dérive. C'est les exemples de Michel Leflot et de Michel Anthony, si je ne me trompe pas, sur ce que ça donne derrière. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi, dans notre organisation de la santé en France, il y a une porte qui est laissée ouverte ? Pourquoi, à un moment ou à un autre, qui a fait rentrer les acteurs privés, financiarisés, dans notre système ? Et là, il faut quand même le rappeler là-dessus, c'est d'un côté le retrait de l'État, et le privé a cette force-là, et on a l'exemple type avec les mutuelles, par exemple. Les mutuelles, elles ont, avant l'institutionnalisation de la Sécu, et même une fois qu'elle a été institutionnalisée, les mutuelles, elles viennent, en tant qu'organisme privé non lucratif, répondre à une absence et à un besoin d'organisation collective. Bon. On pourrait dire la même chose d'un certain nombre d'associations, de ce genre de choses. Donc l'État n'a pas été toujours pas fait, toujours présent. Enfin bon, ça, on est assez d'accord là-dessus. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui permet dans notre système de faire rentrer ces acteurs financiarisés ? C'est notre organisation à 2 jambes, une jambe publique
ou privées non lucratives, et de l'autre, un secteur libéral. Ce sont des médecins libéraux regroupés en clinique qui ont accepté de vendre leurs établissements, qui ont accepté de se faire financer. Alors, bon, est-ce qu'aujourd'hui les libéraux sont des alliés contre la financiarisation? Bien évidemment, hein, tous les soutiens sont bons à prendre. Mais quand même, il ne faut peut-être pas oublier le sens de l'histoire. Et ça pose une question fondamentale sur notre organisation du système de santé qui avait été posée à l'occasion même dans des termes du gouvernement, hein, lorsque vous avez eu la proposition de grande sécu, hein, 100%, voilà. La question qui n'était pas posée, c'était la question des dépassements d'honoraires. Je tiens à rappeler qu'en France, jusqu'au début des années 80, entre la carte sanitaire, et le conventionnement médical en 71 et au début des années 80, on a connu une période où les soins étaient remboursés principalement par la sécurité sociale et où il n'y avait pas de dépassement d'honoraires. Le ticket modérateur était tombé quasiment à 20% sur un certain nombre de choses. Il y avait un complément qui était fait. Pour répondre à une suggestion de Pascal Vattel, confier le monopole aux acteurs non lucratifs, que ça soit en santé, mais je vais prendre volontairement quelque chose que je connais mieux et peut-être un peu provocateur, le financement des soins. Bon, option 1, on fait que de la sécurité sociale et on règle cette question des dépassements d'honoraires, donc de la rémunération des professionnels libéraux. Il faut s'y attaquer aujourd'hui, mais c'est un vrai sujet politique. Et je dis juste qu'en tant qu'économiste, si vous voulez couvrir, on doit tout couvrir avec le mécanisme d'assurance. Sur la prise en charge par des acteurs non lucratifs, vous avez eu une tentative de confier un monopole aux acteurs mutualistes sous la présidence de François Mitterrand. C'est les travaux de Jean-Paul Domain, économiste de la santé, hein, qui ont remontré ça, de confier un monopole de la part complémentaire, de la prise en charge de la part complémentaire aujourd'hui, hein, du ticket modérateur, etc., par des acteurs non lucratifs, mutualistes. Pourquoi pas? Mais pourquoi a-t-on besoin d'acteurs complémentaires? Et c'est là qu'il faut se poser la question, peut-être, et c'est une question qui est douloureuse, hein, j'entends bien, hein, pour le mouvement mutualiste, d'un point de vue purement très froid d'économiste, hein, et je vais tout de suite le nuancer. On organise un système où on a un taux de remboursement, un tarif négocié. Rembourser demain à 100% et modifier le tarif négocié, c'est un paramètre dans un logiciel et c'est une négociation. C'est tout. Pourquoi on a besoin de démultiplier le nombre d'organismes à côté? Et c'est une vraie question. D'un point de vue d'économiste, non mais je suis volontairement simpliste et provocateur, je le nuance immédiatement. Oui, non, mais j'y viens. Oui, j'y viens. Mais justement. Pourquoi ce? Ah bah oui, voilà. Non mais oui, mais là on est sur je pense qu'on est tous d'accord dans la salle pour se poser la question de pourquoi il y a des acteurs privés. Je pense qu'on l'a suffisamment dit ce matin, donc ça, je pense que c'est réglé. Moi, je pousse un peu plus loin, je pousse sur les acteurs non lucratifs. Hein, et sachant qu'il y a une question à laquelle, en tant qu'économiste, je ne peux pas répondre. Hein, je le dis clairement. Moi, je vois des doublons de gestion, en tant qu'économiste, ça m'embête. Voilà, en termes d'allocation des ressources. Hein, bon. La question, c'est pourquoi a-t-on besoin d'une initiative indépendante, privée, peut-être plus libre que la sécurité sociale, surtout qu'une sécurité sociale qui n'est plus gérée démocratiquement, etc. etc. Hein. La mutualité, son histoire, c'est le point où je voulais en venir, parce que ça renvoie derrière à la gestion des établissements, des œuvres mutualistes, comme on les a appelées à une époque. La mutualité, elle a eu cette force d'être une auto-organisation pour répondre à des manques. C'est ça qui fait la force du mouvement mutualiste. Donc c'est d'ailleurs une des pistes vers lesquelles elle essaye de se réinventer. Voilà. Donc ça, c'est un point sur lequel je voulais revenir. En faisant le tri. Sur
Alors, je n'ai pas de... sur les restes à charge invisibles. La question des restes à charge aujourd'hui a été un peu complexifiée, dans le sens où le gouvernement a joué sur la définition d'un reste à charge après à intervention de la sécurité sociale ou après intervention d'organismes complémentaires. Et le gouvernement a mis en avant un recul des restes à charge après intervention des complémentaires santé. Donc il s'est approprié les résultats des organismes complémentaires. Ce qui est quand même là, bon, un peu, enfin c'est une jolie manœuvre rhétorique, mais d'un point de vue purement économique, bon, les organismes complémentaires sont financés par ailleurs à travers des cotisations, etc. Donc ça se traduit très concrètement par des hausses de cotisations là-dessus. Bon. Donc c'est un tour de passe-passe. Sur ce qu'on appelle les restes à charge invisibles, à ma connaissance, ils n'ont pas encore été pris en compte dans les données du ministère de la Santé, qui nous produit les données agrégées, en sachant que c'est jusqu'où on place le curseur, les transports, hein, évidemment, le coût de l'essence pour aller chez le médecin. Alors les transports sanitaires, c'est présenté au remboursement, donc on sait exactement ce que ça coûte. Par contre, ce que l'on fait soi, et on pourrait aller très très loin sur ce que ça coûte, sur ce qu'on fait soi, se déplacer, etc., ce qu'on achète par ailleurs, l'automédication, etc., etc., etc. Ça, à ma connaissance, on n'a pas de données agrégées qui sont produites actuellement. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que France Asso Santé s'est auto-saisie et lance ce questionnaire, parce que c'est bien en l'absence de données. En sachant que, encore une fois, il s'agit ici de rendre observable ce qui, par définition, ne l'est pas. Quand vous présentez au remboursement, c'est facile de suivre la dépense. Quand vous faites de la dépense privée, personne n'est en mesure de savoir, de flécher de manière agrégée toute votre dépense. Hein. Dans un cas, c'est enregistré sur votre carte vitale, si je caricature. Dans l'autre, bon, dans chacun de vos comptes bancaires, c'est pas tout à fait la même, le même point. En sachant que les restes à charge en France, pour terminer là-dessus, les restes à charge en France, visibles, observables, hein, diminuent du fait d'un transfert de charges, hein, là il faut quand même le dire, et d'une tentative de régulation des prix, notamment sur tout ce qui est optique, audioprothèse, etc., avec des résultats qui sont mitigés en l'état actuel des choses, pour ne pas dire plutôt faibles, voilà, là-dessus. En sachant que ça reste une structure résolument inégalitaire. Pour continuer, alors sur la question, sur la question de Jean-Luc, grande question. Ah oui, puis il y a celle de Michel, alors il faut que je fasse du tri. Je vais y aller rapidement sur celle de Michel. Michel vous a évoqué un rapport sur les exonérations de cotisations sociales. Vous avez des économistes, Antoine Bozio et Vasmer, j'ai oublié son prénom, qui proposent d'adapter très légèrement à la marge les exonérations de cotisations sociales. Michel a posé la question plus fondamentale de ce qu'on appelle la contributivité. Est-ce que la sécurité sociale doit se limiter aux besoins, aux risques, si on prend une terminologie purement économique, aux risques où vous contribuez directement. J'ai cotisé à la retraite, donc j'ai le droit. Et compte tenu du fait que l'assurance maladie aujourd'hui est universelle, indépendamment de ce que du fait même d'être cotisant, est-ce que finalement ça ne pourrait pas être financé par la solidarité nationale et l'impôt? Alors là, moi j'insiste toujours sur une distinction fondamentale. Hein. Je vous ai dit ce matin, ce qui fait la force du modèle français, c'est que c'est un financement directement sur la valeur produite. Bon. L'impôt, vous laissez à disposition, vous intervenez après cette distribution-là, primaire, et vous laissez la main à l'État. Bon. C'est encore une fois, hein, les deux modèles ont existé dans les pays occidentaux. Hein. Typiquement, la France d'un côté, le National Health Service en Grande-Bretagne. J'aurais tendance à dire, au regard de l'histoire, que même une sécurité sociale étatisée vaut mieux
qu'un système de santé entièrement à la main de l'État. Alors ça m'amène à la question de Jean-Luc, qui avait l'air de faire débat. Est-ce que la Sécu doit financer l'investissement à l'hôpital? Alors, historiquement, les établissements ont été construits. Alors, une grosse partie existait du fait des communes, hein, puisque c'était leur compétence, du fait de la mutualité d'un certain nombre d'œuvres. La modernisation et le développement vraiment du système moderne hospitalier français, c'est la création des centres hospitalo-universitaires en 1958, avec le versant de la fonction publique hospitalière. On a un financement qui est très hybride à l'époque, dans le sens où il y a des crédits d'État, il y a des crédits de sécurité sociale, il y a des tarifs élevés de sécurité sociale, il y a un emprunt à 0% auprès d'un certain nombre d'institutions, dont la Caisse des dépôts et consignations. L'investissement hospitalier est donc financé de manière assez plurielle. Normalement, dans une logique, là encore une fois, purement d'économiste, le coût d'une activité, c'est bien sûr son coût de production. Il vous faut tant de matières premières, tant de travail, donc tant de salaire, il vous faut payer l'énergie, etc. Et puis normalement, l'activité, les revenus de l'activité sont censés couvrir les amortissements et les investissements futurs. Donc, à mon sens, au regard de ce qui s'est fait historiquement, au regard du fait qu'il y a un enjeu à ne pas laisser aléatoire en matière de sécurité sociale, de garder une cohérence d'ensemble, le financement hospitalier, à mon sens, devrait être financé avant toute chose par la sécurité sociale. Voilà, ça c'est le premier point. À travers, si on garde un mode de financement à l'activité, ce qui n'est absolument pas obligé, mais si on reste dans le système tel qu'il est aujourd'hui, un financement à l'activité qui garantit des tarifs suffisamment élevés, parce que je ne vois pas comment on dissocie le renouvellement d'un équipement de son utilisation. Voilà. Donc c'est une vision peut-être à bien des égards très mécanique, mais ça pose cette question-là. Alors ça pose la question de est-ce que tous les moyens hospitaliers, et j'en terminerai là, est-ce que tous les moyens de santé, je ne vais même pas me concentrer sur l'hôpital, est-ce que tous les moyens de santé doivent être financés par la sécurité sociale? Michel prenait volontairement l'exemple un peu extrême de la médecine scolaire par rapport... voilà, on est très loin de la satisfaction immédiate des besoins par la sécurité sociale, mais on pourrait aller encore plus loin. Ce que nous disait le camarade de la LDH ce matin sur les inégalités sociales de santé, si on considère que les inégalités de santé sont liées aux dimensions sociales, c'est-à-dire que pour résoudre les problèmes de santé, il faut résoudre les questions de logement, qu'il faut résoudre les questions de revenus, d'alimentation, etc., etc. Est-ce que ça doit revenir à la sécurité sociale, finalement? Pourquoi pas? Alors là, vous avez des débats qui s'ouvrent. Moi, je pense que non, fondamentalement. Et ça pose, du coup, peut-être la question d'une réponse plurielle. C'est qu'en fait, tout le monde doit s'occuper. La santé ne doit pas être l'exclusivité du système de soins. Et la santé doit être incorporée dans l'ensemble des politiques. Une politique de logement vise à loger les gens. Par contre, la qualité du logement, dépendra de votre état de santé. Une politique de santé au travail, de droit du travail, est une politique de santé, etc., etc. Et donc, si on aborde cette définition-là de la santé, on peut laisser le financement des structures de soins ou de santé immédiate, de réponse immédiate aux besoins de santé à la sécurité sociale, ne pas dissocier l'investissement de l'activité, et par contre, inclure des critères de santé, de réalisation de la bonne santé dans l'ensemble des autres politiques. Et là, la frontière finalement entre et ce qui relève de l'État et de ce qui ne relève pas de l'État se pose la question. Alors, je vais vraiment en terminer, mais une distinction fondamentale entre ce qui relève de l'État et de ce qui ne relève pas de l'État, dans le modèle de sécurité sociale français, encore une fois, ça n'est qu'une organisation possible de la protection sociale. C'est celle qu'on a connue, c'est celle qui a eu les résultats qu'on a eus. Mais la sécurité sociale a pour objectif
si l'on reprend une des formules de ces créateurs, alors on connaît la version littéraire, mais elle existait de la part de l'ensemble des hauts fonctionnaires qui s'en sont occupés. Alors on connaît celle de son ministre, libérer la peur, les travailleurs et les travailleuses de la peur du lendemain, de l'incertitude, faire face à l'incertitude. C'est ça avant toute chose la sécurité sociale. Ce qui ne relève pas de l'incertitude, de ce côté aléatoire, ne relève pas traditionnellement du champ de la sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a des réflexions qui poussent beaucoup plus loin pour étendre la sécurité sociale au-delà et qui défendent une vision de la sécurité sociale comme socialisation de la valeur, comme moyen de la socialisation de la valeur ou de redistribution de toute la valeur socialisée. Vous connaissez sûrement les thèses de l'économiste et sociologue Bernard Friot. Voilà. Bon, est-ce que pour autant on doit aller jusque-là? Moi, de mon point de vue, de connaisseur finalement des questions de sécurité sociale, je pense qu'il y a déjà matière suffisamment à consolider le système de sécurité sociale et après d'aller régler d'autres problèmes et de ne pas, sans rentrer dans le détail, de ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Dans une économie capitaliste, la socialisation de la valeur pose quand même des questions de faisabilité qui nécessitent, à mon avis, d'être interrogées un peu plus sérieusement que de dire qu'il suffit si je caricature, que de dire qu'il faut créer des caisses de sécurité sociale. C'est la vision un peu simpliste qu'on peut en avoir à la fin. Donc voilà. C'est vraiment ces quelques points là, et je pense n'avoir pas oublié. Alors, peut-être je repartirai de la phrase que vient de dire Victor, inclure des critères de bonne santé dans toutes les politiques publiques. Je crois que c'est un point important et qui peut nous amener à réfléchir donc un peu plus brièvement qu'on ne l'avait pensé sur la prise en charge du vieillissement dans notre pays, en sachant que la population en France, les plus de 65 ans, représente plus de 20% de la population et c'est en augmentation sensible depuis 20 ans, près de 5%. À la fois par l'allongement de la durée de vie des personnes âgées et par une plus faible natalité, donc une diminution de la part des jeunes dans la population. Je crois qu'on peut aborder sur ce thème 2 points, les questions de la santé, de l'accès aux soins de la population vieillissante et puis les questions de la perte d'autonomie. Alors je ne vais pas développer ici. En sachant, on a évoqué le scandale d'Orpea qui avait été cité par le livre des Fossoyeurs, Les Fossoyeurs, mais qui ne concerne pas qu'un seul groupe et qu'un seul type d'EHPAD, mais qu'il s'agit bien d'une volonté de réduire, à la fois d'optimiser les profits. On est sûrement beaucoup ici à avoir reçu des pubs pour investir dans leur grille. Et donc, en l'occurrence, les pratiques qui visent à limiter les dépenses à la fois salariales et budgétaires sur le fonctionnement de ces établissements se retrouvent ailleurs que chez Orpea. Voilà. Alors, je disais vraiment ces quelques mots pour lancer la discussion. Il y a Serge Belair qui va intervenir et on m'a signalé une infirmière dans la salle qui voulait intervenir sur ces questions, mais je ne sais pas qui c'est. Donc, on verra dans la foulée. Pour le coup, je sais qu'il y a des travaux, mais je serais incapable de donner des éléments là tout de suite. Voilà. Mais voilà. Bien, merci. Je voudrais rebondir à travers effectivement l'exemple que nous avons vécu, notre lutte sur l'EHPAD de Dordives. Une lutte qui a duré longtemps, pendant plusieurs mois, effectivement, et qui nous permet de mettre en lumière un petit peu ce que l'on a dit précédemment sur l'ensemble des manques, c'est le moins qu'on puisse dire,
par rapport à la santé. Première chose que je voudrais dire par rapport à cet EHPAD, c'est un exemple, c'est que clairement, après ce combat et avec le recul, l'intention première, évidente, aussi bien de l'Agence régionale de santé que du département, y compris de la mairie de Dordives, était se débarrasser de cet EHPAD, qui était un EHPAD public, qui est effectivement, à l'heure actuelle, je dirais, le credo de l'ensemble des départements, puisque ce sont des secteurs qui, je dirais, sont, on va dire, bouffeurs d'argent pour eux, qui sont effectivement, qui ont une logique comptable et uniquement comptable. Alors, ça s'est passé comme ça, je vais aller relativement vite pour l'explication, mais c'est quand même intéressant. Le maire de Dordives annonce dans son dernier bulletin en 2023 qu'en tant que président du conseil d'administration de l'EHPAD, il prendra le 3 juillet une décision de délégation de gestion valable à compter du 4 juillet jusqu'au 31 décembre, annonçant dans la foulée la reprise de l'EHPAD par SOS Senior. Dès le 1er janvier, un maire en tant que président du CA d'une collectivité publique, ici un EHPAD, peut procéder à une délégation de service public, ça oui, mais en revanche, il n'a aucun pouvoir pour pouvoir décider d'une vente ou pas d'une EHPAD, puisque les murs et l'ensemble de l'EHPAD c'est les LARS et le département qui ont gardé l'autorisation d'exploitation. Ce sont eux qui peuvent autoriser un transfert ou pas. Donc déjà, le maire piétine lui-même sa propre légalité. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, on dit, bon, voilà, SOS Senior, association à but non lucratif. Association à but non lucratif. SOS Senior, ce n'est pas une association loi de 1901. Une association dite de droit local. Son siège est à Metz, c'est-à-dire en Moselle, département qui, avec le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, ont un droit d'association différent du reste du pays. Dans ces départements, c'est un directoire d'au moins 7 personnes qui dirigent et gèrent l'association. Et la différence fondamentale avec les associations traditionnelles à but non lucratif, c'est que rien ne lui interdit de faire des bénéfices, même s'il n'y a pas d'actionnaire et de versement de dividendes. SOS Senior regroupe dans une filiale dédiée tout son patrimoine immobilier, estimé aujourd'hui à 800 millions d'euros. Enfin, il vise un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros en 2025. Clairement. Il se dit champion de l'économie sociale et solidaire. Mais bon, qu'est-ce qui reste d'associatif là-dedans? Qu'est-ce qui reste d'associatif là-dedans? Donc, un audit est convoqué. Un audit est convoqué, mais l'audit, le problème, c'est qu'il est convoqué 4 mois. 4 mois après la prise de décision par le maire en conseil municipal de cet engagement de discussion pour une cession de l'EHPAD public de Dordives, l'EHPAD Les Hirondelles, de SOS Senior. Donc, c'est un audit qui doit faire le bilan sur l'état de santé de l'EHPAD, mais qui arrive 4 mois après, effectivement, la décision de choisir comme interlocuteur et comme seul interlocuteur, SOS Senior. Donc déjà, il y a quand même un petit problème, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'audit, il révèle de graves problèmes, mais comme 95% des EHPAD en 2023. Manque de personnel, manque de médecins coordinateurs, délabrement des locaux par manque de financement public, entre autres du département, bien sûr, propriétaire des murs, et donc logiquement astreint à maintenir son bien en l'état. Eh bien non, le département refuse. La fragilité spécifique de Dordives, c'est que la fragilité est connue depuis 10 ans par l'ARS. 10 ans. C'est-à-dire que c'est connu officiellement
par l'Agence régionale de santé. Dans les dernières années, l'établissement a connu au moins 5 directeurs. 5 directeurs qui se sont succédés, certains sont partis en longue maladie, etc. Et ils étaient tous sous tutelle du centre hospitalier de l'agglomération montargoise. Et aucun suivi de gestion financière. À la fin, ce sont nos collègues qui sont à l'intérieur de l'EHPAD, infirmières et autres, qui prennent en charge effectivement les bilans financiers, le suivi financier de l'EHPAD, sans aucun droit, sans rien, sans aucune connaissance, ni rien. C'est-à-dire qu'on les laisse se débrouiller absolument seuls. Et je dirais même plus, ils étaient tellement livrés eux-mêmes qu'ils devaient eux-mêmes, à la fin, aller laver le linge des personnes et des personnels sur la base d'Intermarché de Dordives, qui est juste à côté, où il y a des grosses machines à laver, pour que les gens puissent avoir du linge propre. C'est-à-dire qu'ils avaient créé une association pour pouvoir se débrouiller seuls. Ça me fait penser, c'est une parenthèse, première réflexion par rapport au premier sujet. L'un des éléments fondamentaux de notre association, c'est le lien qu'on doit toujours avoir avec les personnels de santé, qui me semble fondamental. L'établissement n'a connu aucune évaluation externe, alors que c'est obligatoire. Aucun contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'ARS et l'établissement pour évaluer les besoins, alors que c'est obligatoire depuis 2017. C'est-à-dire que, là encore, l'État s'est assis sur sa propre légalité. D'importants travaux étaient à réaliser. Ils avaient été ciblés par l'État. Donc, en 2015, il y a 10 ans, pratiquement, 1 250 000 €. Le département avait débloqué, les fonds étaient débloqués, les fonds existaient, mais le département a refusé de débloquer les fonds. Il a refusé. Il conditionnait ce déblocage à la réalisation des travaux, à la vente des murs à l'établissement public autonome. C'est-à-dire, en fait, à son locataire. C'est-à-dire, vous êtes locataire d'un appartement, le gars dit « je veux bien, effectivement, faire les travaux, à condition que vous le rachetiez avant ». C'était la réalité de l'EHPAD de Dordives. Le propriétaire exigeait donc à son locataire qu'il fasse ses travaux lui-même, lui incombant, pour vendre son bien. Ce qu'on va appeler effectivement, c'est que le Loiret est le département le plus riche de la région Centre, avec 826 millions de budget au 1er janvier 2023 contre 680 millions en 2019. Et je l'ai mis entre parenthèses dans ma préparation, se laisser pourrir, parce que c'est ça, se laisser pourrir entraîne la proposition du maire, logiquement, de faire racheter l'EHPAD par un groupe privé, donc SOS Senior. Proposition de SOS Senior, l'organisme, bien sûr, accepte la gestion. Il accepte que la gestion jusqu'en juin 2024. La gestion exclusivement, sans obligation de rachat. En gros, on verra si on rachète au bout de 6 mois, si vraiment les choses sont en capacité d'être rachetées. On sait ce que ça veut dire, les capacités d'être rachetées par quelqu'un comme SOS Senior. Celui-ci, donc, est conditionné à la remise en état des structures. Autrement dit, le département injecte des fonds publics, c'est-à-dire nos impôts, et si SOS Senior, au bout de 6 mois, considère que, bon, c'est correct, on rachètera. C'est la logique d'SOS Senior. Les personnels, associations de parents, résidents, collectifs, on fait plusieurs manifestations pour alerter les médias, la population, les pouvoirs publics. On fait plusieurs lettres, on se fait recevoir par le Conseil général qui est
très attentif à nos préoccupations, par l'Agence régionale de santé qui est très attentif à nos préoccupations, aux différents groupes maires des 4 vallées, on est reçu, aucun problème, et SOS Seniors se désengage au bout de 6 mois. Il a le droit. Il se désengage au bout de 6 mois, et l'ARS, bien sûr, disant l'établissement n'est plus en état de recevoir, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il décide de refuser que l'établissement reçoive de nouveaux pensionnaires. C'est-à-dire que petit à petit, l'établissement se vide de ses pensionnaires. Bien évidemment, les personnels, inutile de vous dire dans quel état ils sont, c'est-à-dire que démission, bien sûr, de travail, etc. Bon, voilà, médecin, voilà. Et petit à petit, on organise, parce que c'est ça qui se passe, on organise le démantèlement de cet EHPAD public en décidant qu'à la fin du compte, eh bien évidemment, il va falloir le fermer, puisque pas de médecin coordinateur, des personnels bien sûr en manque, alors qu'il était occupé à 98% par les personnels et qu'il n'y avait qu'une chambre qui était libre, tout simplement parce que cette chambre sur les 70 était une chambre qui était effectivement en mauvais état. Autrement dit, c'était un EHPAD qui effectivement correspondait dans l'est du département, à un véritable besoin. Je rappelle que notre région est effectivement une des régions les plus pauvres au niveau d'identification médicale, que le Loiret est effectivement le département le plus pauvre pratiquement au niveau médical de la région, et que le Montargois, c'est-à-dire l'est du département, est la partie la plus pauvre du Loiret. Voilà comment les choses se sont passées, et les personnels reçoivent l'information de la cessation par les journaux. Merci pour cet exemple qui est très significatif de ce qu'on était en train de signaler. Est-ce qu'il y a d'autres interventions de la salle sur ces questions Oui, tout en haut. Michel, Anthony ouais. Suite à la réunion nationale de l'UR pour le nouvel élan pour les services publics, j'ai été sollicité au nom de notre collectif de comité de vigilance 70 pour la santé pour diriger une convention citoyenne bien vieillir de notre secteur. Voilà. La majorité des membres de cette commission sont tous sous-membres ou proches du comité de vigilance, mais on a conservé quand même le pluralisme avec des personnalités de droite et des membres de la médecine libérale. Ce qui ressort de deux choses, et j'attire votre attention là-dessus, il faut faire attention quand on aborde le problème du vieillissement, c'est que d'une part, notre petit club fermé ici le prouve, on ne se sent pas forcément âgé, et on ne tient pas surtout à être traité comme personne âgée. Et donc, il faut surtout privilégier toujours le refus de la ghettoisation et puis viser à toujours mettre en avant l'intergénération. Ça, c'est ce que demandent les gens. Il faut aussi encourager, et je défends un petit peu les conseils départementaux, il faut encourager cette volonté des départements aujourd'hui de moins soutenir les EHPAD. Ça, c'est dramatique, comme on vient de le voir ici, mais d'encourager par contre le maintien à domicile parce que c'est une demande de plus en plus forte des gens. Et donc, nos travaux ont concerné, nous, le logement, les transports, la vie culturelle, etc. Mais il y a une grande partie, vous l'imaginez bien, sur la santé. Je vais donner ce rapport d'ailleurs à la municipalité, à la communauté de communes, la semaine prochaine. Et sur la santé, les débats qu'on a eus avec les personnes âgées renforcent ce qui sont nos déterminants à la coordination nationale depuis ses débuts. C'est la défense d'une proximité qui est encore plus importante et plus nécessaire quand on prend de l'âge ou quand on est à mobilité réduite. Et surtout, le mettre en avant, cette nécessité d'un service public le moins coûteux et le plus universel possible,
Parce que pour les personnes qui prennent de l'âge ou qui sont en mobilité réduite, c'est encore plus dramatique que pour ceux qui ont les moyens ou qui peuvent se déplacer. Et donc ça renforce tout à fait nos éléments fondamentaux. Et je pense que ça, c'est un point fort pour retoucher les populations. Parce que le problème des transports que je soulevais tout à l'heure, c'est revenu systématiquement des enquêtes qu'on a faites. Et les personnes les plus démunies ont recours soit à des services publics qui existent, comme partout ailleurs, les services publics de transport sont en voie de disparition ou à la charge parfois des régions quand elles le font. C'est des associations qui se mettent en place. Dans le Jura, dans ton secteur, il y a un bon exemple sur Champagnole, d'ailleurs, qui a été mis en place, qui est tellement efficace à titre associatif et autogéré, que l'ARS leur a demandé pendant le Covid d'être actifs, je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'ils étaient en incapacité eux-mêmes d'y répondre. Et donc je pense que là, on a une piste pour la coordination, mais ça demande un sacré débat pour traiter le problème du vieillissement et du problème de mobilité d'une manière générale, tout âge confondu, pour renforcer ce qui est notre point fort, la proximité, la possibilité de déplacement, la prise en compte générale des choses. Et quand on parlait ce matin de l'égalité de l'accès aux soins, cette égalité, elle doit concerner bien entendu la proximité, la qualité et aussi le moindre coût pour tout le monde. Hein. Et ça, c'est un des éléments qui nous a permis de nous en prendre un peu plus fortement au système de l'hôpital public défaillant, donc renforcer sa présence. Ça nous a permis de nous prendre plus en conflit avec les services publics pour le manque de transport public. Voilà. Et puis ça nous a permis d'intervenir auprès des structures comme par exemple les pharmaciens, voire les centres de santé ou les maisons de santé qui essayent de mettre sur place des équipes mobiles ou des petits centres d'accueil pour exiger qu'il y ait une présence médicale ou infirmière systématiquement pour ne pas faire simplement un remplacement au plus faible coût, hein, et au moindre moyen. Voilà. Donc ça nous a renforcés d'une certaine manière. Et je tiens à votre disposition notre compte rendu si vous le souhaitez. Je pense que ça peut être un des axes de la coordination pour les temps qui vont venir. Oui. C'est la dame de Chalette de ce matin, c'est ça? Monique. C'est Monique. Oui, pour continuer sur ce que la personne vient de parler par rapport aux EHPAD et la possibilité aussi de rester à domicile. Je pense qu'effectivement, c'est une chose importante de pouvoir prendre en compte le désir des personnes. Mais ceci dit, ce n'est pas aussi facile que ça, dans la mesure où on connaît l'état de santé dans tous les domaines, les accompagnants à domicile, et ainsi de suite. Moi, on a un ami qui là vient de rentrer parce que c'était plus possible qu'il reste chez lui, mais qui pendant plusieurs années, il vivait seul, il venait en réunion avec nous au niveau de l'Institut d'histoire sociale, et par contre, il était de plus en plus malvoyant. Donc, les difficultés pour l'accompagner chez un médecin, avoir un transport qui corresponde à l'heure de rendez-vous du médecin, et voilà tout un enchaînement comme ça. Donc c'est sûr qu'il y a besoin de mettre en place un service, des services, effectivement. Et je pense que les gens qui souhaitent rester chez eux, quand on sait dans l'état des EHPAD, effectivement, ça ne donne pas particulièrement envie d'y être. On a vraiment l'impression d'arriver vraiment sur le bout du chemin. C'est différent quand on est chez soi. L'autre aspect aussi, un autre exemple, voisine toute proche, parce que ce sont des pavillons jumelés vers chez nous. Bon, elle a un déficit cognitif important. Elle vit seule. Bon, sa fille s'occupe d'elle, mais sa fille travaille et n'habite pas tout à côté. Donc, elle a des soins infirmiers parce qu'elle est diabétique, donc ils sont rapides. Là aussi, ce n'est pas une critique vis-à-vis des infirmières qui courent toute la journée pour leurs soins, mais moi, ça me fait mal au cœur. Pour moi, c'est de la maltraitance quand on voit qu'il ne se passe pas plus de 2 à 3 minutes chez la personne. Je ne sais pas comment ils lui font sa piqûre contre le diabète. On lui lance, c'est un lance-flèche, c'est pas possible. Donc, il n'y a aucune discussion, rien du tout. Bon, sa fille, j'ai discuté avec elle pour pouvoir mieux surveiller, voir ce qui se passe.
Elle a mis des caméras partout, dans toutes les pièces, pour aider. Voilà. Mais ça pose quand même un sacré problème. Un autre exemple d'EHPAD, aussi dans le Montargois, c'est à Bellegarde, là aussi. Donc c'est la souffrance du personnel, effectivement, et notamment pour l'équipe de nuit, où en début d'année 2020, de cette année, non, l'année dernière, 2023, la direction a décidé de mettre cette équipe en travail de 12 heures la nuit, payée 10, considérant qu'ils ont la possibilité de prendre 2 heures de repos dans la nuit. Non, mais vous vous rendez compte un peu. Donc il y a toute une bataille qui est en cours. Bon, ceci dit, là aussi, le maire de Bellegarde, c'est là, il est bien sûr, il venait jamais au conseil d'administration, c'était une autre personne qui le remplaçait, mais quand on a mené la bataille et qu'on a monté le syndicat CGT, voilà, il est venu plus régulièrement. Et comme il y a la foire aux rosiers pendant 3 jours à Pâques, on a distribué des tracts, on s'est fait bousculer, il a fallu se battre comme des chiens vis-à-vis du maire et de ses sbires qui n'hésitaient pas à nous bousculer, à essayer de nous arracher les tracts, alors que c'était bien accueilli. Tout ça, il ne fallait pas qu'on parle de ce qui se passait à l'EHPAD qui était 100 mètres à côté, bien sûr. Hein. Donc partout, hein, c'est des exemples, on en a partout comme ça, de batailles où on a besoin de... Ben voilà, faut continuer, on n'a pas d'autre choix, surtout que dans ce pays, de l'argent, il y en a. Alors, on ne va pas avoir la possibilité d'épuiser le sujet qu'on s'était mis à l'ordre du jour. Moi, je me contenterai de soulever une question, mais peut-être qu'on pourra y revenir dans un autre débat. C'est la question de la 5e branche de la sécurité sociale qui a été créée par le gouvernement Macron. Et c'est en 2021, c'est ça, je crois, et qui est en rupture avec, dans son financement et dans sa gouvernance, qui est en rupture avec toutes les autres branches de l'assurance maladie. Et donc, quelles sont les conséquences de la façon dont fonctionne cette 5e branche, et quelles sont les propositions qu'on pourrait faire pour bien une amélioration de l'accès ou du retour à l'autonomie des personnes, qui ne concerne pas d'ailleurs que les personnes en situation de vieillissement, puisqu'on peut être en perte d'autonomie à tous les âges de la vie. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres interventions. Je sais que mon ami Serge veut faire quelques propositions. Et puis Victor, un ou deux mots à la fin. Et puis, voilà. Bien, alors, tout à fait d'accord pour ce que tu disais. Effectivement, le maintien à domicile me paraît un élément important. Bon, il n'empêche que les EHPAD existent et qu'on ne les règlera pas du jour au lendemain. Donc je pense que pour nos collectifs, je pense que d'abord, la première chose, c'est le personnel de l'aide à l'autonomie et à la dépendance. Je pense qu'effectivement, notre combat, c'est de faire que les personnels qui sont au service des personnes dépendantes doivent bénéficier d'un véritable statut reconnu en créant de vrais parcours professionnels et non pas, comme c'est très souvent le cas à l'heure actuelle, effectivement, des personnels pris ici ou là en fonction des besoins par tel ou tel organisme qui les bombarde face à des personnes. Je pense que le travail pour un véritable statut des personnels accompagnants est un élément fondamental de notre combat. La deuxième chose étant, bien évidemment, eh bien, comme on l'a dit, si on veut que les gens puissent rester chez eux, il faut que les programmes de logement intègrent totalement dans leur, je dirais, feuille de route, l'accessibilité pour tous et toutes à pouvoir bénéficier de ce logement,
que l'on soit en situation de handicap ou pas, mais donc que ça soit effectivement prévu que les logements soient adaptés effectivement à l'ensemble des personnes et non pas 10 ou 15% des logements, y compris d'ailleurs parce que des accompagnants peuvent très bien, chez eux, être obligés à un moment d'avoir des personnes qui, de leur famille, qu'ils vont loger parce que n'ayant plus la possibilité de pouvoir... Et puis bien sûr, quant à la... Tu as abordé un tout petit peu, et je vais dire simplement 2 mots par rapport à la 5e branche, je pense qu'il faut absolument refuser totalement l'idée d'une 5e branche parce qu'on n'a pas à faire de la perte d'autonomie qui est un aléa de la vie, on n'a pas à en faire une espèce de discrimination des gens, un groupe à part, hein, je sais pas, les damnés de la terre, voilà, qui ont un truc et donc qui sont la 5e colonne, un 5e groupe comme ça, mais que c'est un aléa de la vie, point final, comme quand on a, je sais pas, je vais dire un truc, je m'excuse, je ne sais pas que je choque personne, mais quand on a un cancer ou quand il y a quelque chose comme ça, ou quand on a n'importe quoi, eh bien oui, on a un aléa de la vie et que la perte d'autonomie, alors bien sûr, elle arrive à un âge souvent, ouais, mais elle fait partie de ça. Et enfin, pour terminer, parce que les EHPAD vont continuer d'exister pendant un bon bout de temps, je pense qu'il faut qu'il y ait véritablement une organisation qui permette d'avoir un œil permanent sur ces EHPAD, à la fois le libre accès aux EHPAD de toute organisation syndicale ou associative qui a dans ses statuts la défense des intérêts des retraités. Ça, c'est la première des choses sur lesquelles on doit se battre. Chaque conseil de vie sociale doit avoir un siège réservé à une organisation de défense des retraités, de manière à ce que la transparence soit faite. On doit un audit de l'ensemble des établissements, c'est quand même important, de manière à voir où on en est. Et puis les ARS et départements doivent exiger, ce qui n'est pas souvent le cas, des comptes rendus de ces conseils de vie, mais des comptes rendus et qui soient rendus publics au sein des réunions des conseils départementaux qui, jusqu'à preuve du contraire, sont en partie, pour les publics, sont en partie des organismes qui gèrent ces EHPAD. Merci. Ben, écoutez, pour conclure cette grande portion de débat depuis ce matin, et puis ce petit passage de cet après-midi, je donne la parole à Victor. Oui, alors juste très brièvement, parce que le thème de l'autonomie, de la dépendance de manière globale, et pas uniquement des personnes âgées, ça a été dit, hein, c'est bien plus large, permet de mettre en évidence le fait que la dimension globale, hein, de ces questions-là est absolument nécessaire, dans le sens où la prévention de cette perte d'autonomie passera par une amélioration générale de la qualité de vie et des conditions de travail, hein, c'est un point fondamental, que, au même titre que la santé doit être présente dans toutes les politiques publiques, la perte d'autonomie doit y être présente. C'est les fameuses normes d'accessibilité que, par exemple, Serge a évoquées à l'instant, mais pas que, bien évidemment. Et puis qu'il y a un continuum, en fait, hein, dans les besoins couverts par la sécurité sociale. Bien évidemment, si vous voulez faire du maintien à domicile, il faut les structures de santé qui puissent venir, qui puissent assurer ce maillage fin. Et donc, là, on est en plein dans votre combat sur le maintien, hein, des capacités de santé au plus proche, hein, pour reprendre la formulation employée, et puis au-delà, hein, même, puisque lorsqu'elle concerne les personnes âgées, derrière se pose la question du niveau de vie des retraités. Lorsqu'il s'agit des enfants ou des adolescents, se posent les moyens de la branche dite famille de la sécurité sociale. Donc voilà, un vrai continuum au sein de la sécurité sociale, et qui permet de mettre en évidence que
la perte d'autonomie, il y a toute sa place pleine et entière, indépendamment de l'intégration gestionnaire qui en a été faite avec la CNSA en 2021. Donc voilà, ça boucle là-dessus. Et j'en terminerai, puisque d'économistes oblige, lorsqu'on nous explique qu'il y a un enjeu de financement important, c'est vrai, hein, il y aura un volume de dépenses nécessaire lié à la prise en charge de la perte d'autonomie. De là à dire que ça doit justifier des reculs de dépenses ou un financement concurrentiel, là encore, je pense que l'ensemble des débats de la journée ont permis de mettre en évidence que des améliorations du système de santé autres que la financiarisation, la privatisation portée par les gouvernements successifs existent, et qu'il existe toutes les marges de manœuvre aujourd'hui. C'est une affaire de choix politique, je vous l'ai dit, hein, au-delà de la technique économique, pour répondre à l'ensemble de ces besoins sans les mettre en concurrence. Et ceci est valable, bien sûr, en dehors même de la sécurité sociale. Donc voilà, cet aspect global. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut remercier Victor Duchesne de nous avoir accompagnés pendant cette journée.